réalité, c'est que toutes les politiques économiques des États de l'Union européenne sont désormais fixées par la Commission européenne en vertu de l'article 121 des GOPÉ, des grandes orientations de politique économique. Ça veut dire notamment que la Commission doit surveiller l'évolution économique dans chacun des États, la conformité des politiques économiques avec les grandes orientations. C'est ça que la Commission peut adresser un avertissement aux États membres concernés pour leur dire vous devez faire telle politique économique que nous avons décidée. Voilà. Alors, je le précise souvent, c'était un exemple, mais qui a beaucoup frappé les gens qui ont vu cette conférence, c'est que la personne qui a dirigé la France, l'une des vraies personnes qui a dirigé la France pendant les années 2000, c'est ce monsieur. Monsieur s'appelle monsieur Klaus Regling. Il est d'ailleurs maintenant, il a quitté ses fonctions, il est à la tête du FESF, le Fonds européen de solidarité financière. C'est un fonctionnaire allemand. Pourquoi je dis que c'est lui qui a largement dirigé la France? C'est pas du tout Chirac, c'est pas Jospin, c'est pas Villepin, c'est pas comment s'appelle-t-il, Raffarin, c'est pas Fillon, c'est pas Sarkozy. C'est lui parce qu'il était, lui et puis les gens de la direction de la Commission, il a été pendant de nombreuses années le directeur général des affaires économiques à la Commission, une des personnes essentielles à avoir fixé le cadre de l'activité politique en France. Mais pourquoi je peux dire ça? C'est qu'il vous suffit d'aller regarder le rapport COM 2003 du 8 avril 2003. La politique décidée pour la France en 2003, c'était abaisser le déficit public sous la barre de 3% du PIB en 2004 ou plus tard. Ça a volé en éclats, comme vous le savez, à cause de la crise de 2008. M. Sarkozy a fait monter ça à 8,5%. Mais nous sommes toujours sous l'Empire, parce que ça revient en force. Et maintenant, vous savez qu'on ne nous demande plus un déficit public de 3%, mais on nous demande de revenir à l'équilibre budgétaire. Réduire le coût de la main-d'œuvre, notamment pour les bas salaires. Ce qui veut dire le démantèlement des protections sociales, la multiplication des CDD. Vous avez vu, vous allez voir dans les mois qui viennent que M. Hollande va probablement être obligé de supprimer le concept même de CDI. Alors la gauche va pousser des cris d'orfraie en disant « mais quelle trahison !» etc. Bien sûr, c'est une effrayante trahison, mais la trahison, elle vient pas de Hollande. Elle vient du fait que Hollande est un menteur, comme Sarkozy, comme tous, puisqu'ils ne disent pas qui décide. Ceux qui décident, c'est là que ça se passe. Personne ne vous en parle. De réformer le marché du travail en simplifiant la protection de l'emploi et en imposant des schémas d'emploi et de carrière plus flexibles. Vous savez ce que ça veut dire, simplifier la protection de l'emploi en langue européiste? Ça veut dire justement supprimer les CDI. Ça veut dire aussi, un des derniers scoops que voulait faire M. Fillon, c'était qu'il voulait, dans les derniers temps, là, il avait envisagé de faire des contrats de travail, des CDD à temps partiel de 7 heures par semaine. C'est le retour à des travaux ancillaires, domestiques, quasiment du servage, quasiment traiter les gens comme une variable d'ajustement. Enfin, on revient sur tous les acquis sociaux obtenus par nos parents, nos grands-parents et nos aïeux au cours du 19e et 20e siècle. Voilà. Le 4e point, réformer complètement notre système de retraite. Le 5e point, élever l'âge effectif de la retraite. C'est Bruxelles qui l'exige. C'est déjà passé à 67 ans en Allemagne avec objectif 70 ans. Ça nous a été fixé à nous aussi. Donc M. Hollande a été élu en disant qu'il a baissé la retraite à 60 ans. Il a fait un truc, une espèce de face-saving device, un petit truc qui ne s'applique qu'à quelques dizaines de milliers de personnes. Mais en réalité, vous allez voir ce qui va se passer. Nous allons vers l'augmentation de l'âge effectif de la retraite. Enrayer la spirale des dépenses dans le secteur de la santé. C'était un autre titre de ce rapport. C'est la raison pour laquelle, à peu près tous les 6 mois, nous avons vu qu'il y avait des médicaments qui étaient déremboursés par l'État, par la sécurité sociale. C'est la mise en œuvre de ces réformes. Le point numéro 7, mettre en concurrence les marchés de l'énergie, notamment gaz et électricité. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. L'irruption de JP Morgan et de Goldman Sachs sur le marché du gaz et de l'électricité en France, qui est un pur scandale, parce que vous imaginez bien que Goldman Sachs International ne se fichait éperdument d'assurer la livraison de gaz d'un habitant de Pontarlier. C'est pas ça son problème. Son problème, c'est de dégager le maximum de pognon. C'est donc d'aller ensuite sur des niches où il va maximiser le profit pour d'ailleurs évincer les services publics,
pour que les services publics aillent sur ce qui reste de services publics, sur les choses les moins rentables. Ce qui détruira d'ailleurs le modèle économique de nos services publics. Voilà. En 2011, on a appris que M. Berlusconi, je ne suis pas un fanatique de Berlusconi, c'était un type, il était un orchestre à lui tout seul, tellement il avait de casseroles. Bon. Mais monsieur, non, il avait un goût immodéré, paraît-il, pour les jeunes filles, il avait un goût immodéré pour l'argent, il avait des relations douteuses, enfin on imagine tout et plus que tout. Mais monsieur Berlusconi, il est quand même passé par la case des urnes. Il avait quand même été à la tête d'une coalition qui avait obtenu une majorité des voix. Et monsieur Berlusconi en a eu assez, sans doute, d'être traité comme un larbin par Jean-Claude Trichet ou par Mario Draghi, qui était à la tête de la Banque centrale européenne. Et donc, en août 2011, M. Trichet et M. Draghi, à la tête de la BCE, ont écrit à M. Berlusconi une lettre qui a été divulguée dans la presse plus tard, en septembre 2011, que voici. Cher Premier ministre, dans les circonstances actuelles, nous considérons les mesures suivantes comme indispensables. Libéralisation totale des services publics locaux et des services professionnels. Adaptation nécessaire, ça va un tout petit peu trop vite, adaptation nécessaire des salaires pour convenir aux besoins des firmes. Ici. Révision en profondeur des règles régissant le recrutement et le licenciement des salariés. Revoir le système de retraite. Réduire de façon significative le coût des emplois publics en durcissant les règles de renouvellement du personnel et, si nécessaire, en baissant les salaires donc des fonctionnaires. Couper donc des coupes horizontales dans les dépenses discrétionnaires. Nous considérons qu'il est crucial que toutes les mesures énumérées dans les sections ci-dessus soient adoptées aussi vite que possible par décret-loi. Vous savez comment ça s'écrit, ça s'appelle un décret-loi en russe, ça s'appelle oukaz, c'est la bonne traduction. En France, ça s'appelle des ordonnances. Et nous voulons améliorer l'efficacité administrative et la bienveillance à l'égard des entreprises. Il est nécessaire de s'engager fermement en faveur de l'abolition de la consolidation de certains niveaux administratifs intermédiaires, comme les provinces. Voilà deux gus, Jean-Claude Trichet, Mario Draghi, élus par personne, d'ailleurs inéligibles, il suffit de vous les voir, qui n'ont été élus par personne et qui ont écrit à M. Berlusconi, on pense ce qu'on veut de Berlusconi, c'est quand même président du Conseil en exercice, chef de gouvernement en exercice de l'Italie, qui lui ont donné un programme de gouvernement, mais absolument dirimant. Alors Berlusconi ne l'a pas entendu de cette oreille, comme vous le savez, il a dit non. Et le résultat des courses, c'est qu'il a été viré. Tous ces scandales avec ces petites filles, avec ces relations mafieuses, avec ces détournements de fonds, etc. Il avait été resté insubmersible, on l'appelait il Cavaliere. Mais à partir du moment où il a dit non, qu'il n'a pas voulu se plier aux directives venues de Draghi et de Trichet, d'un seul coup, toute l'oligarchie a pointé le pouce vers le bas. D'un seul coup, tous les médias en France, en Italie, en Espagne, en Allemagne, en Belgique, au Royaume-Uni, on dit oh là, mais s'il est fichu, il faut qu'il démissionne, il faut qu'il démissionne, il faut qu'il démissionne. Le résultat, c'est que la pression a été telle qu'il a été quand même contraint de démissionner. Le 28 septembre 2011, le Parlement européen a donné son feu vert à ce que l'on a appelé le six-pack, c'est-à-dire à des mesures d'extrême sévérité pour améliorer ce que l'on appelle la gouvernance économique, en réalité, c'est-à-dire pour verrouiller l'ensemble des procédures budgétaires dans tous les États membres, et pour retirer au peuple la démocratie, puisque la démocratie, c'est justement le vote du budget. Dans toute l'histoire, lorsqu'un peuple commence à vouloir voter lui-même ses dépenses et ses recettes, c'est-à-dire voter les impôts, c'est ce qui a provoqué les révolutions. La Révolution française est là. Les Français voulaient que tout le monde paye les impôts, et les Français voulaient que ce soit le peuple, ses représentants, qui décident de ces impôts, et de l'utilisation qui en serait faite. Donc actuellement, derrière ces histoires de belle gouvernance, de gouvernance et ci et ça, c'est un fantastique bond en arrière de plus de 220 ans que l'on propose au peuple d'Europe, qui consiste à retirer au peuple le droit de voter les impôts et de voter de leur utilisation et de décider de leur politique économique et budgétaire. Donc, sous couvert de sauver l'euro, eh bien, le Parlement européen a accepté donc le six-pack, des nouvelles mesures sur la gouvernance économique. Et quelles sont ces mesures? Bien écoutez, ça vaut le coup de les regarder de près. Instaurer une nouvelle amende de 0,2% du produit intérieur brut
pour les pays de la zone euro qui transmettent des statistiques falsifiées en termes de données sur les déficits et la dette. Je vous rassure, pratiquement tous les États transmettent des statistiques falsifiées. Il n'y a pas que la Grèce. Deuxièmement, appliquer une sanction de dépôt portant intérêt, sanction de 0,1% du produit intérieur brut, dans le cas où un pays de la zone euro n'agit pas selon les recommandations proposées pour corriger le déséquilibre macroéconomique. Ça veut dire quoi ce jargon de technocrate? Je vous ai déjà dit qu'une recommandation, ce n'est pas un conseil d'amis pour la Commission européenne, c'est une obligation. Ça veut donc dire que si un État, désormais, n'applique pas les instructions venues de Bruxelles, par exemple de passer la retraite à 42 ans, à 43 ans, le départ à 65, 67, 70, par exemple de tailler dans les services publics, parce que c'est ça qu'exige la Commission, eh bien si un État ne le fait pas, il aura désormais une sanction automatique de 0,1% de son produit intérieur brut. Ça paraît un peu compliqué, mais c'est quoi le produit intérieur brut de la France? Est-ce que vous avez une idée? En gros, ça fait à peu près 2000 milliards d'euros. Ça veut donc dire que la sanction annuelle pour la France, c'est 2 milliards d'euros, automatiquement, si le gouvernement français n'applique pas les directives venues de Bruxelles sur tous les sujets que je viens d'évoquer, retraite, suppression des services publics, etc. On est donc dans un système de plus en plus carcéral. Mais le plus extraordinaire de tout ça, c'est que ça a été voté au Parlement européen, et qui, au Parlement européen, a voté ceci? Pervenche Berès, socialiste du Parti socialiste, Jean-Marie Cavada, conservateur du PPE, Daniel Cohn-Bendit, des Verts, Rachida Dati, UMP, conservateur PPE, Sylvie Goulard, des libéraux, du groupe ADLE, Brice Hortefeux, UMP, du groupe conservateur PPE, Eva Joly, des Verts, du groupe EFA, au Parlement européen, Corinne Lepage, des libéraux, du groupe ADLE, Vincent Peillon, socialiste, du groupe SED, Catherine Trautmann, socialiste du groupe SED, Henri Weber du groupe socialiste SED, et parmi les abstents ou les abstentions, Bruno Gollnisch, Arlène Désir et José Bové. Ces réformes qui sont exigées de la France sont de nature extrêmement politique. Elles touchent à la fois au politique, à l'économique, au social, mais aussi à la répartition des pouvoirs en France et même aux lois de décentralisation, comme on va le voir. Donc c'est en fait toute la stratégie de la République française qui est en jeu. Alors c'est très important que les Français soient au courant de ça, parce que lorsqu'ils votent pour M. X ou M. Y, M. Hollande après M. Sarkozy, en définitive, ils votent. C'est un peu comme si on leur demandait de voter entre Claire Chazal et puis un autre présentateur de télé qui lirait le même téléprompteur. En fait, tout ce petit monde fait la même politique. Alors, les ajustements structurels, ça fait partie de ce genre de mots codés. Une espèce de langue de bois, vous savez, comme on disait du temps de l'Union soviétique, c'est-à-dire qu'une langue qui est faite pour les initiés. Ajustement structurel, ça veut dire une réforme de fond en comble des structures des États et en particulier de la République française. C'est ce qu'on va voir maintenant. C'est quand même un petit peu se moquer du monde que de montrer à la vindicte populaire les chauffeurs de taxi, par exemple, ou bien les telle ou telle profession. À force de tout déréglementer comme ça va toujours dans le même sens. D'ailleurs, vous savez, je ne sais pas si vous le savez, mais en décembre 2012, le gouvernement français a ouvert 291 professions à des Bulgares et à des Roumains pour qu'ils viennent en France. La finalité qui est recherchée derrière tout ça, c'est de diminuer systématiquement le niveau de vie des gens. Hein, si on met en concurrence les notaires avec des notaires roumains, bulgares, c'est ce qui nous pend au nez. Déjà, vous avez vu que les chauffeurs de taxi maintenant sont déjà de plus en plus concurrencés par de nouvelles formes. Donc, dans toutes les professions, c'est pas seulement les fonctionnaires ou les salariés, hein, c'est dans toutes les professions, y compris les professions libérales, hein, notaires, avocats, médecins, etc. Les années qui viennent vont être celles d'une mise en concurrence frontale avec des gens qui gagnent 5, 10, 15 fois moins. Donc l'objectif en définitive, c'est toujours le même, c'est d'appauvrir les Français. C'est d'ailleurs la logique naturelle de la libre circulation totale des capitaux
qui est posée par le traité de Maastricht, dans la mesure où l'on peut désormais avoir recours à de la main-d'œuvre payée 20 fois moins à l'autre bout du monde ou à l'autre bout de l'Europe. Il n'y a aucune raison matérielle, logique, pour que les Français puissent garder un niveau de vie supérieur. Donc le choix, il est très simple, hein. Soit nous gardons l'Union européenne et l'euro, et à ce moment-là, nous allons vers un appauvrissement accéléré des Français, avec au bout du compte une toute petite minorité de Français, quelques dizaines de milliers de personnes qui gagneront des sommes phénoménales, et puis un appauvrissement général de la population, c'est déjà en cours, hein. Et si on ne veut pas de ça, il n'y a qu'une solution, vous la connaissez, c'est ce que nous nous proposons sans désemparer depuis 7 ans. La seule possibilité, c'est de sortir de l'Union européenne et de l'euro.